province. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h, une édition consacrée essentiellement à l'actualité des provinces. Nous sommes dans la province des Maïndomé, une province qui a été secouée par une tragédie. Le gouverneur des provinces, Lebon Koso Kevani, s'est rendu sur le site du naufrage survenu dans le lac Maïndomé, précisément au village Bokebeni. Au total, 82 rescapés. Des précisions dans ce reportage. Les canons rapides, les pirogues et autres embarcations continuent à sillonner les eaux du lac Maïndombe à la recherche de corps disparus suite au naufrage de la balinière dénommée Ambadoudou en provenance du territoire de Kiri en partage pour Kinshasa. Face à ces drames, une mission d'urgence a été dépêchée sur le terrain par le gouverneur de la province, Lebon Nkoso Kevani, accompagné des membres de son gouvernement, des députés provinciaux, des équipes médicales et des services de sécurité. Sur place, 7 corps sans vie ont été repêchés, plusieurs blessés pris en charge et de nombreuses familles sont en deuil. Une enveloppe d'assistance a été remise aux victimes et une balinière de secours mise à leur disposition pour faciliter leur évacuation vers Inongo et leur village d'origine. Nous avons d'abord pris en charge les rescapés parce qu'il faut d'abord s'occuper de ceux qui sont vivants. Parmi eux, il y a des malades et des blessés qui sont pris en charge par les postes de santé de Bokebeni. Et pour les corps qui se trouvent là, nous allons essayer de les ramener à Inongo. Il va appartenir familles respectives de bien vouloir dire où on va devoir terrer le leur, soit à Inongo, soit à Kiri. Et nous avons diligenté également une baleinière à partir de Inongo qui arrive ici pour récupérer tous les rescapés et les amener à Inongo et à Kiri, d'où ils sont venus. Le vice-président de l'Assemblée provinciale, David Bissaka Kezeza, s'exprimait en ces termes. Le matin, on avait plénière et le bureau ne pouvait pas organiser une plénière cependant qu'il y a des corps qui traînaient dans l'eau. Pour ça, nous nous sommes dit avec les gouverneurs si on pouvait descendre. Donc le message qu'on pouvait donner à cette population, c'est vraiment nous leur demanderons de garder l'espoir. Nous faisons appel seulement aux hommes de bonne foi, que tous ces gens ici ont perdu. Ils ont tout perdu, même de babouches. Donc si les personnes de bonne foi pouvaient venir à leur rescousse, ce serait une bonne chose. D'après les témoignages des rescapés, le drame serait dû à un va-et-vient tué et a causé la perte de contrôle de l'embarcation et sont renversés. Donc il coulait il m'a bé chauffeur a tourné abina kota premier tour papa ça va dire oui kota oya zaki ko ça dire non mabanga to binaga ibale to kota la poche là a forcé ils ont simba ils se bat. Le bilan provisoire de la première journée fait étant de 82 rescapés, 9 morts et plusieurs blessés. La recherche se poursuit pour retrouver le disparu encore porté manquant. Et pour lutter contre l'insécurité et renforcer les dispositifs sécuritaires, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, vient de lancer les opérations des patrouilles diurnes et nocturnes ici dans la ville-province de Kinshasa. Suivez. Le ministère de l'Intérieur lance une mobilisation générale de forces sécuritaires et surtout la police nationale congolaise pour prioriser désormais les patrouilles diurnes et nocturnes dans les 4 districts de la ville de Kinshasa, Tchango, Moamba, Funa et Lukunga. À en croire la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela Kamba, qui a présidé une grande réunion de sécurité des commandements, cette vaste opération vise à augmenter la visibilité des policiers en tenue sur la voie publique avec une triple mission, à savoir la mission préventive, dissuasive et répressive pendant cette période où le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 continuent d'agresser la RDC en violation des différents accords. Le rétablissement de l'autorité de l'État, comme le veut le chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est une nécessité pour le gouvernement à l'approche des festivités de fin d'année. Place désormais au travail. Eugénie Tchela Kamba sonne pour l'alerte et la vigilance des services de sécurité tout au long de ces patrouilles. Cette réunion intervient alors que plusieurs individus suspects étrangers portant une identité kenyane ont été interpellés dans la commune de Lancélé. Grâce à la mobilisation rapide de la vice-ministre de l'Intérieur et toutes les autres autorités y faisant partie, la situation a été tout de suite maîtrisée. L'insécurité qui sévit dans les Kwango et Maïndombe demeure préoccupante et les dégâts matériels causés bien entendu par la milice Mombondo sont énormes. Saisis de cette situation, les parlementaires tirent la sonnette d'alarme. Le territoire de Kwamout dans la province du Maïndombe
et celui de Kenge dans le Kwango sont confrontés à un problème d'insécurité causé par la milice Mobondo. Difficile pour les populations de ces coins de la RDC d'évacuer librement à leurs occupations. Les élus tirent la sonnette d'alarme. Le territoire de Kwamut, ça fait aujourd'hui 3 ans jour pour jour que la milice Mobondo sévit dans ce territoire. Nous comptons des morts en milliers. Et aujourd'hui, là, j'ai voulu faire une motion d'information afin d'alerter la communauté nationale et la communauté internationale pour qu'on puisse savoir ce qui se passe dans le territoire de Kwamut. Nous, étant parlementaires, nous n'allons pas nous fatiguer. Je suis dans l'obligation de m'adresser à vous, honorable président, aux membres du bureau, ainsi qu'à mes chers collègues, de pouvoir nous aider à réveiller le gouvernement central. Dans l'espoir de voir leurs électeurs retrouver la quiétude absolue dans un délai raisonnable, les 2 parlementaires ont les regards tournés vers les autorités compétentes. La dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale réaffirme leur attachement à la Constitution suite à la crise qui secoue la province de Haut-Uélé. Suivez. Face à la crise politique qui secoue les institutions provinciales dans les Haut-Uélé, la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale réaffirme son attachement au respect de la Constitution et appelle au maintien de la paix. Nous avons voulu à ce que toutes les institutions provinciales, gouvernement provincial comme assemblée provinciale puissent jouer chacune dans ses compétences son rôle. La Constitution a fixé le rôle et les attributions de chaque institution. Aujourd'hui, par rapport à la motion de défiance qui a été déposée, nous pensons qu'il faut donner au gouverneur de province d'expliquer devant l'Assemblée provinciale à l'intention de l'opinion provinciale ce qu'a été sa gestion. Parce qu'il est tenu à cet exercice de redevabilité, parce que, comme vous le savez également, le gouvernement provincial est une émanation de l'Assemblée provinciale. Nous ne pouvons pas comprendre qu'à Kinshasa, soit diligentées des enquêtes par le directeur du cabinet du chef de l'État, par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à l'encontre du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et qu'à Iziro, dans les mêmes exercices, l'Assemblée provinciale a contrôlé le gouvernement provincial, soit empêché justement à contrôler, à exercer ses devoirs, ses prérogatives constitutionnelles. Et puis, les anciens stagiaires au Japon ont conscientisé les élèves de l'Institut Mokengeli, école pilote, de ces projets sur la gestion des déchets en milieu scolaire. Anastasie Doumbou pour le reportage. La gestion des déchets pose problème à Kinshasa. Pour gagner les paris de la salubrité, il faut l'implication de tous, notamment les élèves. Ceux de l'Institut Mokengeli de Lemba ont été sensibilisés ce samedi 29 novembre. Il s'agit d'une journée scientifique organisée par la SUJICA, Association des anciens stagiaires de la JICA. Activité à inscrire dans le cadre de la mise en pratique des différentes leçons apprises en stage au Japon. La SJICA a voulu communiquer à ses élèves une bonne gestion des déchets afin de pouvoir rendre et assainir éventuellement cette école et rendre davantage leur école propre. Il s'agit là d'une activité, d'une école pilote et nous voulons étendre cette activité sur plusieurs écoles. On reviendra davantage pour une évaluation et pour voir si nous devons faire mieux, si l'école s'est appropriée du projet de la gestion des déchets. Échange, partage d'expériences et de connaissances, SAINET et démonstration. L'objectif de cette démarche pédagogique est d'amener ces élèves à s'approprier les enjeux environnementaux pour une conscience écologique dans leur milieu de vie. Ce que j'ai compris, c'est que c'est important de jeter les déchets dans des poubelles et qu'il ne faut pas jeter des déchets par terre. Nous devons arranger aussi notre environnement, que non seulement nous attendons l'aide des gens, parce que c'est nous qui cueillons des déchets là. Pour lier l'acte à la parole, quelques outils et poubelles ont été remis, dont signé à SUJICA, appuyé par le Japon. Rappelons que la SUJICA a déjà mené des actions similaires dans quelques écoles de la capitale.
Dans la province de Tanganyika, le programme local de développement des 145 territoires laisse des empreintes indélébiles, des écoles modernisées, y compris les centres de santé. Dépêchés sur le terrain, la délégation du conseiller du chef de l'État évoque des avancées significatives. C'est un rêve devenu réalité pour les habitants de la province du Tanganyika. La délégation du conseiller spécial du chef de l'État chargé de suivi du PDL 145 territoires en visite d'inspection dans ce coin du pays a constaté des avancées significatives. Établissements scolaires achevés et déjà occupés par les élèves qui ont désormais un cadre moderne d'apprentissage. Je suis très ravi de la délégation qui vient de fouler les pieds dans notre terrain aujourd'hui. Nos sincères remerciements d'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, pour avoir songé à nous et de donner ces grands bijoux aujourd'hui. C'est là qui était une rêve est devenu une réalité pour aujourd'hui. Même réalité pour les infrastructures sanitaires, à l'instar du centre de santé de la Motowa, où les responsables a remercié le chef de l'État pour cette vision claire au profit des populations. Nous tenons à exprimer nos sentiments de gratitude au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, chef de l'État, qui a pensé à soulager les problèmes de la population sur le plan sanitaire. C'est-à-dire avec ce projet de développement 145 territoires, en construisant des centres de santé de référence comme celui-ci, le centre de santé de référence de Motowa, équipé, hautement équipé, et qui est en train de rendre service à la communauté. La clôture de cette tournée dans le Grand Katanga, initiée par le conseiller spécial du chef de l'État en charge de suivi du PDL 145 territoires, sera orientée vers le Haut-Lomami avant d'entamer le Grand Kasaï. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a effectué une visite dans plusieurs chantiers du territoire de Walikale. Somo Kakule était accompagné des ministres provinciaux. Commentaire Yolande Voka. Le territoire de Walikale dans le Nord Kivu s'engage refoulement sur les chemins de développement. En mission officielle dans le territoire de Walikale, le général-major Évariste Somo Kakule, gouverneur militaire du Nord Kivu, s'est fait accompagner d'une forte délégation composée notamment des députés nationaux Michel Moto et Rubens Mikino, élus de Walikale, ainsi que l'honorable Balikwasha, élu de Beni. L'objectif principal de cette visite était de lancer plusieurs projets d'infrastructure et de développement agricole et sanitaire. À titre illustration, le lancement de travaux de réhabilitation de l'axe Walikale-Kibois et de l'axe Walikale-Itebero. La piste ici, on nous a dit, était de 2600 et va atteindre 3600 mètres. Et donc c'est quelque chose qu'on appelle, c'est un exploit. C'est un exploit et nous espérons que, comme l'a dit mon collègue, l'honorable Rubens, que le gouvernement central pourra apporter aussi sa touche pour qu'on puisse avoir des résultats. Toujours dans le chapitre des infrastructures routières, le gouvernement provincial a également réceptionné un nouveau pont moderne de 42 mètres dans la cité de Pinga, destiné à fluidifier la circulation. Concernant les infrastructures aériennes, il est à noter que la piste de l'aérodrome de Kigoma sera rallongée pour permettre d'accueillir en toute sécurité des avions gros porteurs. Des retours à Beni, la délégation a également inspecté le travaux de prolongement de la piste de l'aéroport de Mavivi qui passera de 2600 mètres à 3600 mètres. Sur le plan agricole, en présence des élus nationaux et provinciaux, le gouverneur de province a procédé au lancement du forum de la foire agricole à la paroisse de Walikale. La bonne gestion des finances publiques passe aussi par la réduction sensible des dépenses. Au Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka adopte cette méthodologie et s'emploie à la construction et à la réhabilitation des infrastructures immobilières, question de faciliter l'organisation des différentes activités d'intérêt public et éviter les gaspillages. Reportage. À l'ère de la révolution infrastructurelle en République démocratique du Congo, le Lualaba se classe parmi les provinces très avancées grâce à la vision clairvoyante de sa gouverneure, Marie-Thérèse Masuka Saini. Des immeubles poussent comme des champignons à chaque coin des rues. Des bâtisses publiques à l'instar du nouveau gouvernorat, le village des congrès, le bureau et la résidence présidentielle ont transformé l'image d'une contrée de la ville jadis abandonnée. À cette liste s'ajoute la salle des spectacles, située derrière l'ancien gouvernorat. C'est en juin 2022 qu'est née l'idée de construction de cet ouvrage
alors que plusieurs prophètes de malheur ne juraient que sur l'échec du projet. À l'époque, rien ne rassurait qu'un tel rêve pouvait se réaliser, mais aujourd'hui, la province est fière d'avoir un prestigieux auditoire qui a même accueilli les grands événements comme ce Conseil des ministres présidé par le chef de l'État lors de la 12e session de la conférence des gouverneurs. La salle des spectacles devra également servir à accueillir les grands événements culturels et valoriser les prestations des artistes locaux. Elle a une capacité d'accueil de plus de 1000 places assises. Une fois à l'intérieur, le décor résume toute la splendeur de l'ouvrage et assure une aisance des activités qui s'y déroulent. C'est le constat fait par le conseiller en communication de la gouverneure du Lualaba, Josué Muyumba Nyangé. Pour le garder en état, cet édifice bénéficie d'un entretien rigoureux avec un service cleaner rotatif. Son éclat est admirable à sa juste valeur. La salle des spectacles n'est pas qu'un simple espace réservé aux événements. Elle est également un site touristique qui fait la fierté de la ville de Kolwezi et de la province du Lualaba en général. De la campagne de vaccination contre la poliomyélite et la rubéole dans la province du Olomami. La vaccination combinée contre la rougeole, bien entendu, et la rubéole, c'est le vice-gouverneur de cette province qui a présidé cette cérémonie. Suivez. L'Institut La Termitière a servi de cadre au lancement officiel de la campagne de vaccination combinée contre la rougeole et la rubéole des enfants de 6 mois à 14 ans dans la province du Olomami. La dite campagne a été lancée par le vice-gouverneur Mwenze Wakadilo Rosen, représentant du gouverneur Marmo Banza à Mission. Après les allocutions de plusieurs intervenants du secteur de la santé qui ont abordé les deux types de pathologies, la rougeole et la rubéole, qui sont similaires par rapport aux symptômes. Devant le représentant de la présidente de l'Assemblée provinciale par intérim, certains membres du gouvernement ainsi que leurs invités et plusieurs partenaires venus pour cette fin, le vice-gouverneur Mwenze Wakadilo Rosen a rendu le vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la couverture santé universelle. Nous invitons les parents à accompagner tous les enfants âgés de 6 mois à 14 ans vers les sites de vaccination qui seront installés en stratégie fixe et des fois avancée pour recevoir ces vaccins combinés contre la rougeole et la rubéole. Après cette campagne de 5 jours, ce vaccin sera donné en PEV de routine à tous nos enfants. Je ne puis terminer mon adresse sans exprimer ma gratitude et celle de toute la population du Olomami aux partenaires techniques et financiers dont l'appui à l'échelle nationale et provinciale est déterminant pour leur apport en vaccin. Signalons que la dite campagne de vaccination combinée contre la rougeole et la rubéole va du 27 au 1er décembre 2025 dans la province du Olomami. Une activité similaire, une autre campagne ophtalmologique gratuite se tient à la clinique Ngaliema, ici dans la capitale depuis le 26 novembre 2025. La date butoir est prévue le 1er décembre 2025. Elle est organisée par l'association caritative pour la promotion et le développement communautaire en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Toto Songo pour le reportage. À la clinique Ngaliema, plusieurs opérations chirurgicales gratuites sont organisées au bénéfice de la population dans le cadre d'une campagne médicale initiée par l'association caritative pour la promotion et le développement communautaire en collaboration avec la Fondation Al-Bassar et avec l'appui du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Si je me retrouve ici, c'est juste pour faire le suivi, pour voir les malades qui ont été opérés de cataracte. Et on remercie les équipes médicales et l'hospitalité de la clinique Ngaliema. Ces interventions visent à améliorer l'accès aux soins chirurgicaux pour tous, notamment les personnes à revenus modestes, en assurant non seulement les opérations, mais aussi un suivi post-opératoire rigoureux. Nous sommes dans cette optique-là d'assurer une meilleure prise en charge du patient. On accompagne les malades jusqu'au dernier moment. Le point focal de l'ACPDEC, Abbas Saïdi, salue l'engagement des équipes médicales. Nous sommes très satisfaits par rapport à la réalisation de cette activité humanitaire. L'ACPDEC aussi est venue dans le sens d'accompagner les gouvernements congolais en général et en particulier la vision du chef de l'État, celle de la couverture santé universelle. Une action saluée par les bénéficiaires qui y voient
une véritable bouffée d'oxygène dans un contexte de précarité sanitaire. Autre actualité, les auditeurs, comptables et informaticiens des entreprises publiques ont intérêt à maîtriser le système OHADA révisé en vue d'améliorer leur performance. Cette matière a été au centre d'un séminaire animé par Jano Kambaï, expert en comptabilité, reportage Médard Mbouyel. Être compétitif, performant et efficace, voilà les objectifs poursuivis par une session de formation destinée aux auditeurs, comptables, inspecteurs et informaticiens. Cette formation a porté sur les systèmes comptables OHADA révisés avec la réforme IFRS. Janou Katambaï Kayembe, doctorant en gestion à l'université de Kinshasa. En fait, l'objectif principal de cette formation était d'amener les participants à présenter correctement les états financiers qui puissent refléter la vraie image fidèle de l'ONATRA. C'est donc de cette façon-là que moi, je voudrais contribuer, n'est-ce pas, à la transparence et à l'efficacité de gestion des entreprises du portefeuille de l'État en vue de leur bonne gouvernance tant financière que macroéconomique. Les sessions de formation, séminaires de renforcement de capacités participent à la transparence et à l'efficacité de gestion des entreprises publiques et privées. Restons dans ces secteurs. Une matinée de sensibilisation au dépôt obligatoire des états financiers a été organisée dans la ville de Kolwezi. C'est le comité de pilotage Cisco-ADA et les conseils permanents de la comptabilité du Congo qui ont supervisé cette activité. Reportage Émérance. Mobilisés par la Fédération des entreprises du Congo, province du Lualaba, quelques opérateurs économiques et représentants des associations sans but lucratif ont rehaussé de leur présence la cérémonie de sensibilisation sur le dépôt obligatoire des états financiers. C'est les comités de pilotage Cisco-ADA, en partenariat avec le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC en sigle, qui ont organisé cette séance sous le haut patronage du ministre national de Finances, représenté dans cette cérémonie par certains membres de son cabinet et le directeur du Central national de bilan. Tout a commencé par l'hymne national et il s'en est suivi l'exposition sur les dépôts obligatoires des états financiers annuels par le professeur Mbouyamba Kalombaï William, secrétaire général du CPCC. Après son exposition, plusieurs questions ont été posées par le participant afin de bien comprendre le fonctionnement du CPCC. Pour le professeur Mbouyamba Kalombaï William, secrétaire général du comité permanent de la comptabilité au Congo, cette séance était importante pour rappeler aux opérateurs économiques le bien fondé du dépôt obligatoire des états financiers annuels, soulignant que le Conseil permanent de la comptabilité est un organe technique du gouvernement congolais créé par ordonnance numéro 75/024 du 3 février 1975 et son objet est basé sur la gestion du système comptable comme Conseil national de la comptabilité, membre de la commission de normalisation comptable de l'OHADA. Et on rend compte à travers les états financiers. Donc, vous avez intérêt de tenir une comptabilité claire. Et vous savez, pour éviter des soucis, et avec le fisc, et avec les investisseurs, et avec les autres parties prenantes, la transparence, c'est dans les états financiers. Cette matinée de sensibilisation sur les dépôts obligatoires des états financiers s'est clôturée par une séance de photos. En République démocratique du Congo, des discussions autour de réformes électorales prennent une nouvelle tournure. Le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, en sigle en partenariat avec Open Society Africa, plaide pour un système plus inclusif capable d'assurer une véritable participation politique des femmes. Un atelier s'est tenu à Kinshasa pour scruter cette réflexion. On voit cela avec Betty Amani. À Kinshasa, les débats sur les réformes électorales a pris un tournant décisif. Les cadres permanents de concertation de la femme congolaise, CAFCO, avec l'appui d'Open Society Africa, a réuni acteurs politiques et organisations féminines pour réfléchir à un système électoral réellement favorable à la participation des femmes. La directrice exécutive de CAFCO, Grace Lula, a insisté sur la nécessité pour les femmes de comprendre les mécanismes électoraux afin de mieux s'engager et de choisir des partis politiques capables de mobiliser les électeurs. L'élément essentiel ici, c'est comment le vote, le suffrage exprimé, s'est mu en siège. Comment ça devient un siège
pour que quelqu'un puisse être finalement élu. Nous avons voulu qu'aujourd'hui on explique le système électoral, c'est quoi, pour qu'elles comprennent et prennent des dispositions en amont. Comme on dit au soir d'une élection, commence la préparation d'une nouvelle dispensation électorale. Au-delà de se préparer sur terrain, il faut qu'elle sache aussi les enjeux. Autre enjeu, le seuil de représentativité. Pour ONU Femmes, ceci, 1% au niveau national, 3% au provincial et 10% au communal. Pénalise les petites listes, souvent soutenues par des mouvements féminins, tout en renforçant l'avantage des grands partis politiques majoritairement masculins. Parmi les pistes avancées, imposer la parité stricte sur les listes, réduire les frais des candidatures pour les femmes et créer un organe indépendant chargé de contrôler la mixité électorale aux côtés de la CENI. Malgré l'absence des représentants de la CENI, les CAFCO annoncent d'autres rencontres pour poursuivre les dialogues. Un plaidoyer pour une RDC où les femmes participent pleinement aux décisions politiques qui façonnent l'avenir du pays. L'Université de Haut-Uélé s'emploie à la valorisation et à la promotion du patrimoine culturel congolais du Haut-Uélé. Une journée scientifique associée d'une exposition a été organisée dans cet alma mater. Suivez. Comment pérenniser l'approche des créations pédagogiques à base du patrimoine culturel mise en œuvre dans le cadre du projet Afresirge dans la province du Haut-Uélé? La question a été au centre de la cérémonie d'inauguration du musée écolier et universitaire assortie des remises des kits mobiles. Une activité organisée par l'Université de l'Uélé en collaboration avec le musée royal de l'Afrique centrale à Isiro. Le secrétaire général académique de cette alma mater, le professeur Félix Badoma, explique. Nous sommes responsables de la transmission de notre patrimoine culturel et vital parce que nous recevons des ancêtres, les autres nous l'ont transmis et nous, à notre tour, de les transmettre dans son authenticité. De son côté, la professeure Vicky Van de l'Université de Gand agissant au compte du Musée royal d'Afrique centrale fournit les précisions suivantes. La politique scientifique belge nous a accordé un financement pour ce projet interuniversitaire dont le titre est Patrimoine transformateur, la politique, la restitution digitale et la construction de paix. Le chef des travaux, doctorant Félix Amafoufolafu, revient sur l'importance de l'Afresirge. Ces patrimoines culturels relèvent des collections qui ont été réalisées il y a de cela plus de 100 ans au sein de la province du Haut-Uélé. Signalons que le vice-gouverneur Christophe Daramatata, présent à toutes les étapes de cette activité, l'a apprécié à sa juste valeur avant de souhaiter voir l'Université de l'Uélé capitaliser cette approche. L'équipe dirigeante de l'Université Congo est déterminée à hisser cet alma mater au niveau mondial, d'où la signature d'accords de partenariat scellés entre l'Université Congo et les campus des arts de France cette fois-ci. Un accord de partenariat visant à offrir aux meilleurs étudiants de l'Université Congo la possibilité de poursuivre leur formation en France a été signé entre le campus des arts de France, représenté par son président, le professeur Marc-Antoine Sessetti, et l'Université Congo, représenté par son comité de gestion. Pour le recteur de l'Université Congo, le professeur Germain Kounamaba, il n'est pas question d'attendre jusqu'en 2027. L'année passée, nous avons envoyé des étudiants, une étudiante en France. C'est l'anniversaire du tout, elle est revenue. Nous avons envoyé 4 étudiants en Afrique du Sud, ils sont revenus. Sans problème. Et nous avons envoyé des dizaines d'apprenants, des doctorants. Tous sont revenus. Le président du campus des arts de France, le professeur Marc-Antoine Sessetti, s'est dit très ravi de ce partenariat qui, sans doute, garantira la formation des jeunes Congolais. Aujourd'hui, on travaille ensemble sur un grand partenariat, sur l'implantation de l'Université Congo à Paris, et que pour nous, il est important de venir rencontrer le recteur, visiter les locaux, pour comprendre aussi, pour se comprendre mieux.
Dans le cadre de l'internationalisation de l'Université Congo, ce nouveau partenariat qui ne vient que s'ajouter à d'autres déjà conclus avec plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Et enfin, suite à la situation industrielle actuelle de la République démocratique du Congo, la faculté polytechnique de l'UNIKIN a accueilli le samedi 29 novembre 2025 la 2e édition de la soirée des saillants. Suivez. La faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa a accueilli la 2e édition de la soirée des saillants, une initiative de la plateforme Boost the Generation. Objectif, apporter des solutions scientifiques, mais aussi techniques pour relancer l'industrialisation de la RDC. Selon une étude présentée au cours de cette cérémonie, le pays ne compte plus que 560 sites industriels, soit 2% de taux d'industrialisation contre près de 9600 dans les années 1960, soit une baisse de 95%. Une situation qui appelle une relance urgente du secteur industriel. Greg Moïse Yeselo, expert en dynamique des structures industrielles, invite la jeunesse à s'orienter vers le métier technique. Le Japon, c'est le pays où le taux des techniciens est plus élevé. Donc, on développe le pays avec la technique. C'est avec la technique, l'industrialisation, où on peut développer le pays. Donc moi, j'invite la jeunesse à ne pas choisir des domaines de discussion inutiles, n'est-ce pas? Mais de choisir le domaine technique parce que c'est le domaine qui va développer ce pays. Baron Changala Chibangu, président du groupe Boost the Generation, présente les avantages d'une application numérique dédiée à l'emploi des jeunes. Cette application sera renseigner beaucoup de bureaux d'études ainsi que beaucoup d'entrepreneurs afin qu'ils puissent voir en temps réel le profil de la personne qui est en train de candidater. Jean-Marie Beya, doyen de la faculté, salue cette initiative. C'est important de vivre aussi à l'extérieur des enseignements de tous les jours et moi je trouve que ces activités extra-académiques aident beaucoup à construire le mental de nos jeunes. La clôture de cette cérémonie a été marquée par la remise des médailles à titre de reconnaissance aux panélistes. La radio-télévision nationale congolaise dénonce avec la plus grande indignation l'agression physique perpétrée samedi tôt le matin à Bois-de-Lité par des hommes non autrement identifiés contre Madame Mbomi Ndoba Caroline, directeur provincial intérimaire de la RTNC Nord-Ubangi, alors qu'elle était en plein exercice de son métier. La RTNC sollicite des autorités provinciales l'ouverture d'une enquête et des sanctions fermes contre ces bandits. Et voilà, c'en est fini avec cette session d'information de 19h. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été coordonné par Eridis Kitoutou, réalisé par Odepanda, Francel Kongolo et Alain Galia. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.